Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et dans l'Hérault. Voici les titres de cette édition. Pas de station-service et trop peu de magasins à Montarnot. La mairie veut améliorer l'offre commerciale du village, une démarche qui inquiète notamment les commerçants déjà installés. L'un des suspects dans le double meurtre d'Aramon, retrouvé mort dans le Vaucluse. Mardi soir, une mère et son fils ont été tués par arme à feu dans ce village gardois. Et puis en fin de journal, je vous emmène à Vézenobre dans le Gard. Cette petite commune entre Nîmes et Alès vient d'obtenir le label village de caractère. Et pour commencer cette édition, les premières notes de la fête de la musique. Musique classique, jazz, rock, salsa, zouk, musique électronique ou du monde. Depuis le milieu d'après-midi, les instruments et les musiciens sont sortis comme ici, place de la Comédie. Écoutez. À Montpellier comme à Nîmes, une quarantaine de concerts sont prévus pour animer cette fin de journée. La fête de la musique, on y revient en toute fin de journal. Montarnot, porte de Montpellier, pourtant la commune est isolée, pas de station-service, peu de commerce. La municipalité veut implanter 2 espaces commerciaux. Et hier soir, une réunion publique a eu lieu pour présenter le projet à une population partagée par cette initiative. Coralie Pierre et Adrien Linière. C'est ici que serait implanté le supermarché de Montarnot. Un super U de 1700 mètres carrés et créateur de 50 emplois locaux, voulu par la municipalité. Une volonté de dynamiser la commune, située à 30 minutes de Montpellier. Aujourd'hui, on n'a pas de point de retrait d'argent. Aujourd'hui, on n'a pas de station essence. Donc le but de l'opération était de fixer les Montarnéens sur leur commune. Parce que là, ils feront les courses les plus larges et ils iront ensuite acheter les produits de type boulangerie, pâtisserie, légumes, viande auprès des petits commerces locaux qui ont tout à gagner. Alors je sais qu'ils ont quelques craintes, mais les discussions qu'on a eues avec eux montrent qu'en fait, ils sont confiants. Confiants? Pas tant que ça. Certains commerçants voient d'un mauvais œil l'implantation de ce supermarché, malgré la charte de non-concurrence signée par l'enseigne commerciale. Moi j'ai peur que ça amène justement trop de concurrence et qu'on soit obligé de dégraisser au niveau du personnel dans les commerces, quoi. Moi je vois ça, moi le premier personnellement, si jamais je venais à vraiment perdre trop de chiffre d'affaires par rapport à l'ouverture de cette grande surface, la première des mesures, ce serait effectivement de supprimer un membre du personnel. Je pense que ça peut être un plus pour Montarnot, pour la station essence et pour un magasin. Et bon, après nous on ne fait pas la même qualité que le supermarché, alors je pense que ça ne changera pas grand chose. Ce que j'espère, c'est que les clients habituels jouent le jeu de rester dans les petits commerces et puis le complément le prendre au supermarché. Les 3000 habitants, eux, accueillent positivement ce projet qui sera amené à leur faciliter grandement la vie. À l'heure actuelle, ils mettent en moyenne un quart d'heure pour aller faire leurs courses dans les villages alentours. Je pense que ça évitera aux Montarnéens d'aller dans les autres communes, par exemple à Juvignac, ou d'aller faire leurs courses à Juvignac. C'est une bonne chose qu'il y ait un nouveau magasin qui s'ouvre et qui ait plus tous les aliments ensemble dans un même magasin, quoi. Après, il y a des petits commerces et je pense que les habitués iront chez les petits commerces et les gens qui ont l'habitude de faire leurs courses dans ce genre de grande surface iront faire leurs courses dans ces grandes surfaces-là. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais les nouveaux commerçants devraient s'implanter d'ici à 2 ans. Dans le Gard, c'est aujourd'hui qu'est lancée la concertation publique sur la déviation nord de Nîmes. Il s'agit de relier la route d'Alès à l'échangeur d'autoroute de Nîmes-Est, un tracé de 11,5 km qui a pour objectif de désengorger la ville. Dès aujourd'hui, le Conseil général propose aux Gardois de se prononcer sur différentes options. Écoutez. Il y a des principes qui ont été arrêtés, on passe au sud du camp des Garrigues, mais il y a toute une série d'éléments sur le tracé qui comptent. Je pense notamment dans la partie qui va de la route de Poulx donc à l'échangeur de Nîmes-Est, mais il y a aussi les conditions d'échange, par exemple à hauteur de la route d'Uzès. Est-ce que la déviation nord doit passer sur la route d'Uzès sans la toucher, sans la franchir, sans qu'il y ait aucun échange? Est-ce qu'on doit rentrer dans la ville de Nîmes par la route d'Uzès via la déviation nord? Est-ce qu'on doit en sortir, uniquement rentrer ou en sortir, ou les deux? Et puis il y a ensuite le troisième point, globalement, c'est l'environnement paysager de la route, comment on l'intègre dans son environnement. Nous souhaitons qu'elle soit un modèle d'intégration environnementale et puis qu'elle contribue également à améliorer les déplacements doux.
Voilà, première réunion publique le 3 juillet prochain. La déclaration d'utilité publique, elle, est prévue courant 2014. La réalisation des travaux pourrait donc intervenir entre 2016 et 2020. Un chantier à hauteur de 46 millions d'euros. L'un des suspects dans le double meurtre d'Aramon a été retrouvé mort aujourd'hui à Crillon-le-Brave, dans le Vaucluse. L'homme se serait suicidé par arme à feu. Il s'agirait de l'ex-compagnon de la morte sur lesquels enquêtaient les gendarmes de la section de recherche de Nîmes. Mardi soir, une femme de 59 ans et son fils âgé d'une trentaine d'années ont été tués par arme à feu dans une maison isolée aux abords d'Aramon, dans le Gard. Et puis Alain Cogis se serait rendu à la justice, en fuite probablement au Maroc. Depuis 3 ans, l'ex-conseiller municipal UMP de Nîmes s'est rendu à un juge d'instruction avant d'être écroué, selon nos confrères de France 3. En décembre dernier, Alain Cogis avait été condamné à 2 ans de prison ferme et 33 000 € d'amende dans l'affaire du marché truqué du stade des Costières. Nouveau mouvement de colère des policiers municipaux à Montpellier. C'était aujourd'hui. Ils étaient une vingtaine rassemblés devant l'hôtel de ville avant de manifester en centre-ville. Une journée de grève à l'appel des 4 syndicats des fonctionnaires territoriaux. Les policiers déployés sur le terrain réclament une prime équivalente à celle accordée à leurs homologues qui travaillent dans les bureaux. Un rassemblement à l'appel du réseau Éducation sans frontières hier soir devant la préfecture de Nîmes. Les membres de l'association réclament la régularisation d'une dizaine de demandes déposées dans le Gard. RESF qui dénonce une politique déshumanisée. Aujourd'hui, les familles dites sans papier sont toujours en souffrance. Il n'y a toujours pas plus de régularisation. Par contre, toujours plus de précarité et aucune solution pour ces familles. On a bien peur que ce fameux apaisement de la politique d'immigration soit un leurre. On nous parle plus de chiffres d'expulsion. Mais par contre, le chiffre de régularisation, il n'y en a pas plus. Donc on laisse les gens dans la précarité et en souffrance et en danger. Et à l'issue de cette manifestation, une délégation a été reçue en préfecture. Une rencontre qui n'a pas été jugée concluante pour le réseau Éducation sans frontières. En effet, sur la dizaine de demandes de régularisation présentées, seul le cas d'une femme sans papier victime de violences va en avancer. Les 70 ans de l'arrestation de Jean Moulin, célébrés notamment dans la région, comme ici en préfecture de Montpellier. Le résistant né à Béziers a dirigé, je vous le rappelle, le Conseil national de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêté à Lyon le 21 juin 1943, il a été conduit au siège de la Gestapo. Jean Moulin est mort en déportation le 8 juillet. Il est considéré comme l'une des figures de la résistance française. Écoutez. Il représentait la France éternelle et le gouvernement de la République encore. Donc il a préféré dire non à l'autorité étrangère et ennemie. Et ensuite, le gouvernement de la République et de l'État de Vichy, ensuite, l'a révoqué. Mais il a accepté plutôt partir que de faire un travail indigne. C'était un homme comme tous les autres, qui avait toutes les qualités pour réussir dans la tranquillité et la paix. Et il a accepté la confrontation avec la grande épreuve, celle du devoir, et s'il le faut, et du martyre, pour le salut de la France que nous aimons. Et aujourd'hui, il faut retrouver cet état d'esprit si nous voulons surmonter les divisions et les difficultés de notre temps. Un mot de sport à présent, et c'est désormais un Gardois qui va entraîner le PSG. Laurent Blanc s'est engagé pour 2 saisons avec le club de foot parisien, dont une en option. En 2009, l'ex-sélectionneur des Bleus avait décroché le titre de champion de France avec Bordeaux. Il succède donc à Paris à Carlos Ancelotti, parti pour le Real Madrid. Puis en handball, le MHB a encore une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. La Fédération européenne a décidé aujourd'hui qu'un tournoi Wildcard serait organisé le week-end du 30 août au 1er septembre. Y participeront Montpellier, donc Szeged, Plock et Skopje. Le vainqueur décrochera un ticket pour la compétition européenne. On devrait savoir en fin de semaine prochaine où ce tournoi serait organisé. Montpellier est bien entendu sur les rangs. À Nîmes, José Thomas ne participera pas à la feria des vendanges, du moins pas dans les arènes. Victime d'une grave blessure au mois de mars, le torero espagnol en a encore pour au moins 3 mois de convalescence selon ses médecins. Un forfait qui retarde l'élaboration des cartels pour la feria de septembre cette année. Bezenobre, village de caractère, un label touristique qui met en avant les communes qui se distinguent par leur patrimoine architectural et paysager. Le but de la subvention est de permettre d'améliorer ces infrastructures tout en conservant son caractère pittoresque. Visite guidée dans cette commune gardoise avec Stéphanie Humann et Camille Michelin.
Des figuiers et des ruelles pentues, Vézénobre ne manque pas de charme. La petite cité médiévale a récemment reçu le label Village de caractère, un protocole mis en place par le Conseil général pour valoriser les villages typiques de la destination gardoise et leur patrimoine. Et c'est une chance pour la commune puisque ce label nous a permis d'avoir des travaux subventionnés de façon très intéressante, nous allons dire, et que la commune n'aurait pas eu les moyens de faire, même si elle a dû participer bien sûr financièrement à tous ces travaux. Et donc je pense que c'est une chance pour la commune. Perché sur sa colline, Vézénobre bénéficie d'un patrimoine hors du commun. Avec ses maisons romanes des XIIIe et XIVe siècles ainsi que ses portes médiévales, ce village se veut être un témoignage de l'histoire passée. Côté tourisme, le label Village de caractère est un vrai gage de qualité. Il assure aux visiteurs un patrimoine d'exception et puis des qualités d'accueil également, puisque la charte du label prévoit des aménagements particuliers en termes d'accueil, c'est-à-dire un office de tourisme ouvert en période touristique selon une grande amplitude d'ouverture, mais également des visites guidées du village pour mieux appréhender le patrimoine. Vézénobre ne compte pas que sur son patrimoine pour faire venir les touristes. Le village organise des événements tout l'été, parmi lesquels des marches nocturnes au Lampion et la célèbre journée de la figue. Désormais, c'est le label des plus beaux villages de France que vise la petite cité de Vézénobre. La première pierre de la Villa Réglisse à Montpellier a été posée aujourd'hui. Cette résidence de la ZAC des Grisettes au nord de la ville sera la première à produire plus d'énergie qu'elle ne consomme. La Villa Réglisse comptera une quarantaine de logements dont la moitié réservés à l'accession aidée. Et je vous propose qu'on se quitte comme on a commencé, en musique, avec l'ouverture de la fête de la musique à Nîmes cette fois-ci. Ambiance dès cet après-midi dans les rues avec Stéphanie Ullmann et Camille Michelin. Regardez. Et c'est parti pour la 32e édition de la Fête de la musique. Les artistes ont déjà investi les rues de Nîmes. Place du Crocodile, le groupe Street Music offre aux badauds un spectacle poétique. Cet après-midi, ils déménageaient leur piano à roulettes de place en place pour essaimer la musique partout dans la ville. Pendant ce temps-là, quartier du Chemin Bas d'Avignon, les élèves des écoles primaires Georges Bruguier et Pont de Justice chantaient. Une façon de s'amuser et de prendre confiance en soi. La musique, elle a une grande place parce qu'on la travaille d'abord toute l'année. Et puis bon, elle est vecteur de réussite pour tous les enfants. Tous les enfants se font un plaisir de participer. On voit sur scène, là, je viens d'assister à un spectacle, que même les enfants qui sont en peine de réussite scolaire, eh bien là, prennent toute leur place. Et ça fait plaisir de voir que là aussi, ils peuvent s'exprimer et réussir. Donc une fête de musique dans une école comme la nôtre, c'est parfait. Des petits de maternelle aux élèves de CM2, tous ont goûté au frisson de la scène. Une expérience à part, bien loin des traditionnelles après-midi studieuses entre mathématiques et français. La fête continue ce soir à Nîmes, où la musique se fera entendre à chaque coin de rue. La fête de la musique qui se poursuit bien entendu toute la soirée. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit, présenté par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve lundi à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée et un excellent week-end sur TV Sud.